Dans cette vidéo, nous allons aborder la philosophie du consentement. Mais commençons par ce qu'il n'est pas. Avoir consenti à une décision ne veut pas dire « tout le monde a dit oui, banco, eureka, yallah » ou « nous avons pris la meilleure décision » ou « tout ce que je pense se retrouve dans la décision finale » ou « à force de discuter, nous avons trouvé ce petit point d'intersection entre nos différentes visions du monde et de la stratégie à adopter ». Non. Avoir consenti veut dire que personne n'a dit non. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand j'ai pris conscience de cette nuance, je me suis dit « ouais, bof, le consentement, c'est un peu la solution par défaut, le truc qu'on n'a pas pu arriver au consensus, un genre de compromis qui sonne un peu comme un aveu d'échec de notre capacité à coopérer. » Et puis en le pratiquant, je me suis rendu compte qu'au contraire, le consentement était très créatif et libérateur au niveau collectif et individuel. Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager quelques-uns de ces changements profonds que moi j'ai trouvés cachés entre les lignes du processus et qui ont changé ma façon d'aborder le faire ensemble et d'y prendre ma place. Tout d'abord, cela m'a permis de passer d'un mode où j'étais centré sur les solutions à un mode centré sur les besoins. C'est-à-dire, plutôt que de dépenser beaucoup d'énergie à imaginer, à convaincre, à argumenter sur telle ou telle solution, à prendre en compte tous les points de vue, tout ce qui pourrait arriver, et à choisir chaque mot pour que la décision finale soit bien écrite, cohérente, un vrai bijou, je mets mon énergie sur une écoute profonde et empathique des acteurs de cette décision, dont moi, et de l'organisation ici et maintenant. Quelque chose assez proche de la communication non violente, celui de passer d'un centre de validation qui est plutôt au niveau du cérébral, de la vision, des solutions projetées vers l'avenir, à une validation qui est plutôt ancrée au niveau du ventre, celui des besoins, ici et maintenant. Ça peut paraître anodin, mais je crois que tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est difficile de se représenter ce switch, cet abîme auquel mon ego est confronté quand je dois faire la part des choses entre mes préférences et mes objections raisonnables. Lâcher cet attachement que j'avais pour ma si belle solution pour écouter mes limites, celles de l'autre, du groupe ou de la situation. Et lorsque ces limites émergent, elles vont dessiner un espace, un champ des possibles, dans lequel plusieurs décisions sont possibles. Et là encore, quel changement de paradigme pour moi? Ça veut dire que potentiellement, nous pouvons prendre des décisions qui sont très différentes, voire même qui nous orienteraient dans des directions carrément opposées. Mais c'est complètement illogique tout ça, ça n'a aucun sens. Et pourtant, si aucune ne lève d'objection, elles sont toutes praticables. Donc essayons-en une. Pour moi, cela ouvre un champ créatif qui permet de sortir de ces voies habituelles auxquelles le fonctionnement à la majorité pourrait nous amener. C'est-à-dire à emprunter toujours les mêmes voies, celles où la raison, l'habitude nous amène. Et donc à faire toujours un peu plus de la même chose. Plutôt que de chercher l'étoile la plus brillante, nous avons devant nous une constellation de possibles. Nous pouvons expérimenter des décisions originales, différentes. Car tant qu'il n'y a pas d'objection, pourquoi ne pas essayer? Car de toute façon, j'en sais rien quelle est la meilleure option. Et je ne le saurai sans doute jamais. Car il faudrait essayer les deux. Alors si je faisais confiance, la vie, le groupe, le processus ont fait qu'à un moment, la question qui m'est posée n'est plus de choisir la meilleure option entre A et B, mais est-ce que j'ai une objection ici et maintenant à faire B? Si j'arrête de remettre en question le processus, d'en vouloir au proposeur d'avoir proposé B, je peux réellement me poser cette question. Est-ce que j'ai une objection à ce que ce soit B? Oui ou non? Pour répondre à cette question, je dois également changer mon regard sur l'objection. Ce oui, j'ai une objection qui veut dire non, je ne peux pas décider de faire B en l'état. C'est difficile parfois de dire non ou de recevoir un non. Pourtant, si cette objection est raisonnable, c'est-à-dire qu'elle est précise, concrète, argumentée et centrée sur la proposition qui est au centre, eh bien cette objection est un cadeau fait au cercle, dans la mesure où elle permet de rendre la proposition B praticable, réalisable. Avoir une objection raisonnable, ce n'est pas être contre
la proposition B et pour l'option A. C'est être avec la proposition B, avec mes limites et celles de notre situation. Ne pas la poser serait faire sans moi ou sans notre réalité commune. Cela me demande de l'affirmation, de la souveraineté, car personne ne peut poser une objection à ma place. Et je n'ai pas à me soucier de comment l'autre vivra le fait que je pose cette objection. Un vrai travail de responsabilité pour prendre ce qui m'appartient et laisser à l'autre sa part. En arrivant à cette phase du traitement des objections, il y a un autre élément déroutant, celui de fonctionner par séquence. À l'UDN, je dis à l'UDN car tout le monde ne fait pas pareil dans le consentement à cet endroit, nous allons avancer par itérations successives. Tout d'abord en ne traitant qu'une objection à la fois. Plutôt que de mettre toutes les objections en même temps, au centre, et faire un gros plat de spaghettis où chacun pourra y aller de nouveau de son point de vue, de son « moi je pense que », nous allons traiter une objection et une seule. Par exemple celle de Bernadette. L'objection de Bernadette va être mise au centre. Je vais me mettre au service de cette intention, aider Bernadette à lever son objection. C'est-à-dire être réellement en écoute active, aller sur sa colline pour comprendre où est le risque pour elle. Pour ensuite pouvoir coopérer, soit en lui proposant des changements à faire dans la proposition, soit en lui donnant des informations qu'elle n'aurait pas, ou des façons différentes d'aborder le problème, jusqu'à ce qu'elle dise à un moment « Ah oui, ça lève mon objection ». Si ce qui lève son objection est une modification à apporter à la proposition, on la note et on passe à une autre objection, puis une autre et encore une autre. Et c'est bien parce que je ne cherche pas à traiter mon objection, en même temps que celle de Bernadette, que je peux vraiment me mettre à son service. Et nous continuons à avancer en séquence, car une fois qu'on a traité toutes les objections et que la proposition a été modifiée, on refait un tour complet d'objections. Bah oui, car la proposition a évolué, ce n'est plus la même, donc on recommence un tour. Là encore, ça peut paraître fastidieux et long. Pourtant, avec la pratique, ça peut aller très vite. Et ça permet cet aller-retour entre le je et le nous. Cet aller-retour, cet équilibre entre le je et le nous est en soi un autre changement de valeur et de culture. Car à différentes étapes du processus, dans l'écoute du centre puis dans la décision, il m'invite à me positionner, à faire un choix dans ma souveraineté. Et ce faisant, je vais inciter les autres à faire pareil, c'est-à-dire à se positionner un à un. C'est une étape fondamentale dans l'intelligence collective, car c'est le moment où nous passons d'une phase de divergence, celle où nous pouvons complexifier le problème, pour le prendre dans sa globalité, élaborer des hypothèses, proposer des idées créatives. Et c'est nécessaire, c'est utile ce moment-là. Car il y a bien un moment où il va falloir commencer à converger. Et cette convergence du groupe démarre quand des jeux commencent à le faire. C'est-à-dire face à des hésitations ou des polarités fortes entre l'option A et l'option B, je vais dire, avec tout ce que j'ai entendu, eh bien pour moi c'est A. En faisant ça, je m'engage. Je fais un pas en avant vers le centre. Je me dis de façon authentique, connectée à moi, sans chercher à plaire aux autres, à les convaincre ou à les sauver. Puis, je fais un pas en arrière et j'écoute. De manière active et profonde, l'autre se dire, se positionner, en réaction ou pas à mon propre positionnement. Sans chercher ce que je vais lui répondre, juste écouter, ressentir ce qu'il dépose au centre. Et c'est le positionnement de chacun, chacune, précis, qui permet à chacun, chacune d'évoluer dans son positionnement et que petit à petit, le nous se positionne. Quelque chose émerge au centre qui n'est plus la somme des points de vue, ou un machin tout mou où on essaye de ménager la chèvre et le chou, ou un truc à tiroir avec plein de questions non traitées dedans, mais un choix, un vrai choix, simple, qui dit clairement ce à quoi il renonce. Toutes ces opportunités et réflexions merveilleuses desquelles on aurait pu discuter encore pendant des heures. Et c'est ce moment magique où une proposition est mise au centre, un jeu qui se sent centré à l'écoute du centre et qui dit « je propose B ». Et nous offre ce point de départ qui permet d'enclencher le processus de décision par consentement. Au final, on peut très bien avoir une décision qui, après 2 heures de ce chemin tortueux où on a enlevé, remis, enlevé de nouveau des parties, arrive à un résultat
qui pour un observateur extérieur pourrait paraître quasiment identique à la proposition initiale. Mais il n'en est rien, et ceux qui ont vécu ce chemin le savent bien. Quand ils regardent avec un grand sourire cette feuille de paperboard avec plein de ratures, de rajouts, de renvois, ils voient derrière chaque rajout, chaque modification, une histoire humaine de rencontre. Une confrontation et des changements de point de vue, des jeux qui ont pu se dire et d'autres les écouter, parfois même des conflits larvés depuis des années qui ont trouvé résolution dans le traitement d'une objection qui paraissait au départ anodine. Le résultat écrit nous a permis de faire ce chemin ensemble. Et faire ce chemin ensemble charge le pas que nous avons décidé de faire d'une énergie de vie puissante. Un petit pas peut-être au niveau du résultat, mais un grand pas sur notre chemin collectif.